Imaginez deux visages, deux vies, deux réalités qui ne pourraient pas être plus opposées. Le premier visage appartient à une jeune femme pieuse. On la voit dans le sud-est du Nigeria, au cœur d'une famille modeste très religieuse. Son enfance est tissée de prières, de chants à l'église. Chaque dimanche, elle est là, à l'arrière de la chapelle, battant le rythme sur un tambour traditionnel. Sa voix douce s'élève dans la chorale. Ses mains sont levées en prière, ses yeux fermés avec ferveur. Elle est humble, discrète, invisible aux yeux du monde. Personne, absolument personne ne la remarque vraiment. Maintenant, imaginez un autre visage, celui d'une femme d'affaires brillante, posant en robe de créateur sur un yacht blanc à Dubaï, le soleil couchant derrière elle. Imaginez juste cette femme d'une assurance glaciale qui voyage entre Cambridge au Royaume-Uni, New York aux États-Unis et Accra au Ghana. Une icône de la réussite admirée sur Instagram par des milliers d'abonnés qui rêvent de sa vie. Imaginez cette femme sur des photos de luxe, de voyages, de restaurants étoilés. Une femme qui semble avoir tout réussi, avoir tout conquis. Ces deux visages que je viens de vous décrire appartiennent à la même femme. Son nom complet est Chinemezou Saphir Egemasi. Et son histoire est celle de la plus grande fraudeuse que le continent africain n'ait jamais connue. Une pionnière du cybercrime qui, depuis son ordinateur, a réussi à voler plus d'1 million de dollars au gouvernement américain. Une femme qui s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas, qui a manipulé des systèmes entiers et qui a trompé des institutions publiques avec une précision et une audace qui a stupéfié les enquêteurs du FBI. Ceci n'est pas une fiction. C'est bien l'histoire vraie de la première Yahoo Girl de l'histoire du cybercrime africain. Elle est la première femme à atteindre un tel niveau de sophistication. Une histoire de génie détourné, de mensonges systématisés et d'une ambition qui a dévoré une âme qui pourtant avait bien commencé. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une ambition dévorée par le mensonge et la recherche de raccourcis. C'est l'histoire de quelqu'un, d'une femme qui a choisi de tricher avec la réalité pour construire une image. Mais avant de plonger dans les détails de sa chute spectaculaire, je veux vous parler d'une autre voie. Une voie pour construire une réussite réelle, honnête et durable. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le talent et l'ambition comme ceux de Saphir ne sont rien s'ils ne sont pas guidés par l'intégrité. L'intégrité n'est pas une faiblesse, c'est la fondation de tout ce qui dure. Toutes les semaines, figurez-vous que les samedis et les dimanches à 20 h, je suis en direct pour une formation 100% gratuite et je vais être clair avec toi, c'est vraiment gratuit. Pendant cette formation, je vous montre comment gagner confortablement sa vie tous les mois avec une nouvelle compétence très recherchée. Une compétence qui permet de travailler pour des entreprises européennes depuis l'Afrique ou n'importe où dans le monde. C'est une vraie compétence pour un vrai revenu en toute intégrité. Ici, je ne parle pas de promesses vides, pas de rêves impossibles. Je parle du travail réel, une valeur réelle, une rémunération réelle. Et je vais vous montrer le samedi soir avec un exercice simple que vous pouvez gagner de l'argent dès le même soir. Le lien pour s'inscrire est juste en dessous de la vidéo ou dans le premier commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire et venir à cette formation samedi à 20 h et la suite de la formation, c'est dimanche soir à 20 h. Maintenant, si vous êtes un chef d'entreprise en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient ou n'importe où dans le monde et que vous cherchez à débloquer la croissance de votre business, avoir plus de visibilité et plus de ventes, j'ai aussi quelque chose pour vous. Remplissez le formulaire pour les entreprises dans la description et mon équipe et moi-même verrons comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de visibilité, de croissance de chiffre d'affaires. Maintenant qu'on a dit ça, retour à notre histoire parce que cette histoire, elle va vous montrer pourquoi la voie que je vous propose est si importante. Pour comprendre comment une jeune femme pieuse a pu devenir l'une des criminels les plus recherchés de sa génération, il faut revenir au commencement, à l'origine. Saphir naît au milieu des années 1990 dans le sud-est du Nigeria. Ses parents sont des gens simples, modestes et profondément religieux. La foi n'est pas un ornement chez elle. Dans cette famille, c'est le ciment qui tient tout ensemble. Chaque jour commence par une prière. Chaque repas est béni. Chaque dimanche, la famille se rend à l'église. Saphir grandit dans cet environnement et elle est une enfant obéissante et respectueuse. Elle apprend les valeurs comme l'honnêteté, le respect et la crainte de Dieu. Ses parents lui enseignent que la réussite vient du travail honnête, que Dieu récompense ceux qui vivent dans l'intégrité. Mais il y a quelque chose de différent chez Saphir, quelque chose qui la distingue de ses frères et sœurs. Une curiosité insatiable, une intelligence qui se manifeste très tôt. À l'école, elle excelle.
Elle pose des questions que les autres enfants ne posent pas. Elle observe, elle analyse, elle comprend les mécanismes des choses. Et puis, à l'adolescence, quelque chose va changer. Quelque chose de décisif dans son parcours. À Lagos, la capitale du Nigeria, elle découvre un monde nouveau. Un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Un monde fait de câbles, d'écrans lumineux, de possibilités infinies. Elle découvre les cybercafés de Lagos. Imaginez juste la scène. Un petit cybercafé dans un quartier populaire de Lagos, les murs sont jaunes, usés par le temps, des ventilateurs tournent sans arrêt, sans vraiment refroidir la pièce. Les ordinateurs sont vieux, poussiéreux, mais ils fonctionnent parfaitement. Il y a là des générateurs électriques dehors parce que l'électricité à ce moment-là n'est pas fiable. Il y a des jeunes qui sont assis devant des écrans, discutant, jouant, chattant sur des forums. Mais quand Saphir découvre ça, elle vient là, mais elle ne joue pas. Elle observe, elle apprend ce qui se passe. Elle commence à explorer le code, le HTML, le JavaScript. Elle construit ses premières pages web sur ses ordinateurs poussiéreux. Elle a un don naturel pour la technique. Mais plus que cela, elle a un don pour comprendre les systèmes. Elle ne voit pas juste des machines, elle voit des architectures. Elle ne voit pas juste des utilisateurs, elle voit des psychologies humaines de l'autre côté de l'écran. À 22 ans, elle participe au Hackathon national NJAX 2018. Le Hackathon national au Nigeria, c'est un événement important. C'est un événement où les meilleurs talents de la tech se réunissent pour montrer ce dont ils sont capables. Et figurez-vous que pendant cet événement, Saphir va briller. Ses talents de codeuse front-end sont remarqués par tout le monde. Les gens commencent à parler d'elle, cette jeune femme brillante, cette développeuse promise à un grand avenir. Pour compléter ses compétences techniques, elle va faire ensuite des études en business. On raconte qu'elle a effectué des stages, mais c'est du moins en apparence et vous allez comprendre. Parce qu'à ce moment-là, Saphir va construire son profil LinkedIn irréprochable. Sur Internet, Saphir est une développeuse ambitieuse, une source d'inspiration, une promesse pour l'avenir de la tech africaine. Elle a des photos professionnelles, elle a des recommandations, elle a des posts inspirants sur les réseaux sociaux. Donc, en surface, tout est parfait. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre se prépare et c'est là que ça devient chaud. Ici, on est loin des circuits officiels de la technologie et de l'entrepreneuriat. Saphir affine dans le secret ses véritables compétences. Dans l'ombre, sous les forums clandestins, dans les groupes privés, dans les espaces numériques fermés, fréquentés par les brouteurs, les Yahoo Boys, elle découvre un autre monde. Ces espaces fermés fonctionnent comme des écoles parallèles du cybercrime. Il n'y a pas de hiérarchie formelle, mais il y a une efficacité redoutable. Les techniques se transmettent de pair à pair. Les arnaqueurs les plus expérimentés partagent leurs méthodes avec les novices. C'est un écosystème complet d'apprentissage criminel. Dans ce milieu de l'ombre, elle y apprend des méthodes classiques. Elle apprend le phishing, c'est-à-dire créer de faux emails pour voler les identifiants des gens. Elle apprend l'usurpation des comptes, c'est-à-dire pirater des comptes existants pour les utiliser à mauvais escient. Elle apprend la création des fausses identités numériques, inventer des personnalités fictives pour gagner la confiance des victimes et les escroquer. Elle apprend aussi l'escroquerie sentimentale, créer des relations amoureuses fictives pour extorquer de l'argent à des victimes solitaires. Et chaque technique qu'elle apprend à ce moment-là repose sur un principe simple: exploiter la confiance des gens, exploiter la solitude, exploiter l'ignorance technologique, exploiter les failles de la psychologie humaine. Saphir est très intelligente, donc elle observe, elle teste, elle ajuste, elle perfectionne les techniques des Yahoo Boys. Elle analyse ce qui fonctionne et ce qui échoue. Elle regarde les arnaqueurs les plus expérimentés, elle étudie leurs tactiques et elle identifie leurs erreurs. Et très vite, elle comprend quelque chose de crucial, et ça, c'est vraiment pas bête du tout. Elle comprend que la vraie clé du succès n'est pas technique. Elle comprend que la vraie clé, c'est la manipulation psychologique. C'est ce que les experts en cybersécurité appelle le social engineering. Elle comprend comment susciter l'empathie chez les gens, elle comprend comment créer le sentiment d'urgence, comment instaurer une relation de dépendance émotionnelle, comment provoquer une réaction impulsive. Elle maîtrise tout ça. Elle maîtrise la phrase bien choisie. Elle maîtrise le message envoyé au bon moment. Elle maîtrise la tonalité rassurante ou autoritaire à utiliser à bon escient. Tout cela, elle sait que ça peut suffire à pousser une victime à cliquer là où elle ne devrait pas cliquer ou à livrer des informations sensibles sans la moindre méfiance. Saphir développe un style qui lui est propre. Elle apprend
apprend à adopter une voix douce au téléphone. Elle apprend à écrire des emails professionnels sans la moindre faute de grammaire, avec le ton exact qu'il faut. Je vous rappelle qu'elle a l'intelligence pour ça. Elle apprend à adapter son discours au profil de chaque victime. Elle apprend à moduler son identité numérique selon les circonstances. Elle devient une actrice, une manipulatrice de génie. Ce qui au départ ressemblait à une curiosité ou à un apprentissage opportuniste devient une véritable expertise criminelle, une expertise fondée sur une compréhension intime des failles humaines. Elle n'est plus une simple observatrice des pratiques des brouteurs, elle s'impose progressivement comme une actrice capable d'aller bien au-delà des escroqueries de base. Et c'est à ce moment de l'histoire que je peux dire que Saphir est un talent singulier et profondément dangereux qui est en train de naître. Quand elle bascule comme ça dans le côté sombre de la force internet, personne ne le sait, pas même ses parents, pas ses collègues, pas ses amis de LinkedIn. Pour le monde extérieur, Saphir est toujours cette jeune développeuse brillante, cette promesse de la tech africaine. Mais en réalité, pendant que personne ne le voit, elle est en train de devenir quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus sombre. Et alors que vous croyez que vous avez vraiment découvert Saphir, ce que je vais vous révéler dans la suite va vous montrer son côté sans limite. Aux alentours de 2019, Saphir franchit un point de non-retour. C'est le moment où elle cesse de jouer et où elle devient sérieuse, vraiment sérieuse. La promesse de l'argent facile, rapide et massif finit par l'emporter sur toute autre considération morale. Elle cesse de se limiter aux petites escroqueries opportunistes. Elle ne vise plus les victimes isolées qui envoient quelques centaines de dollars. Elle vise plus grand, beaucoup plus grand. Elle entre dans une forme bien plus structurée et lucrative du cybercrime organisé. À ce stade, elle ne se contente plus de tenter sa chance, elle planifie, elle cible, elle l'exécute. Sa force réside dans la combinaison de deux compétences rares, une maîtrise technique solide et une compréhension aiguë des mécanismes psychologiques humains. Cette double expertise la conduit naturellement vers l'une des fraudes les plus redoutées par les entreprises et les administrations publiques, à savoir le Business Email Compromise ou appelé BEC. Le principe du BEC est d'une simplicité diabolique, presque trop simple pour être vrai. Saphir ne pirate pas les comptes, c'est trop grossier, c'est trop risqué. Elle fait quelque chose de beaucoup plus subtil, elle les imite à la perfection. Elle étudie la communication d'une entreprise pendant des semaines, elle analyse les langues, elle analyse les logos, les signatures, le ton des emails, le nom des responsables, les références internes. Elle étudie comment les gens communiquent à l'intérieur de l'organisation. Elle recueille des informations à partir des sources ouvertes, des documents piratés ou d'observations prolongées. Ensuite, elle crée une adresse mail presque identique à celle d'un vrai fournisseur ou d'un dirigeant, mais avec une petite variation. Et elle envoie comme ça un email. Imaginez la scène. Un comptable dans une mairie du Kentucky aux États-Unis. Il reçoit un email qui semble venir d'un de ses fournisseurs habituels. Peut-être un fournisseur de fournitures de bureau ou de services informatiques. Quelqu'un avec qui la mairie travaille depuis des années. Le message est pressant. Bonjour, notre compte bancaire a changé récemment. Veuillez mettre à jour votre dossier fournisseur et effectuer le prochain virement sur ce nouveau RIB. C'est urgent. Nous avons une facture en attente depuis 3 semaines. Le ton est autoritaire mais pas agressif. La signature est parfaite. Le logo de l'entreprise est là et la fausse facture en pièces jointes est plus vraie que nature. Tous les détails sont concrets, corrects. Les numéros de facture correspondent à des factures précédentes et les montants sont réalistes. Le comptable pressé obéit. Il n'a aucune raison de se douter que c'est une fraude. Il met à jour le dossier, il fait le virement. Et l'argent disparaît. Pas dans la poche d'un fournisseur, pas dans un compte légitime, mais sur un compte écran contrôlé par Saphir et ses complices quelque part dans le monde. C'est par cette méthode d'une précision chirurgicale qu'elle parvient à voler 965 000 dollars à la ville de Lexington dans le Kentucky. Puis quelques temps plus tard, 330 000 dollars supplémentaires à une autre municipalité en Amérique. Sans violence, sans effraction, sans menace, juste avec un clavier et une connaissance parfaite de la psychologie humaine et des systèmes administratifs. Mais voler l'argent n'est que la première étape. Le vrai défi, c'est de le blanchir. C'est de le transformer en argent propre qui ne peut pas être tracé. Pour cela, Saphir va mettre en place un réseau international sophistiqué, des complices au Ghana, au Nigeria et même aux États-Unis. L'un d'eux, un certain Samuel Kwadjo, un ressortissant ghanéen, ouvre une société fantôme, Lasco Company LLC. Cette société est légalement enregistrée aux États-Unis, mais elle n'a aucune activité réelle et pas d'employés, pas de bureau,
pas de chiffre d'affaires légitime. Elle n'a qu'un seul but, recevoir l'argent volé et lui donner une apparence légale. Sur le papier, tout semble normal. Lasco Company LLC facture la ville de Lexington pour des services de consultation en technologie ou des fournitures informatiques et les factures sont bien documentées. Les contrats sont signés, tout a l'air légitime. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de service, il n'y a jamais eu de fourniture. C'est juste une coquille vide, un réceptacle pour l'argent volé. D'autres complices dans certains basés au Nigeria et dans le Delaware créent légalement des entités fantômes. Des entreprises sans employés, sans locaux, sans chiffre d'affaires réel, mais dotées de comptes bancaires et de documents administratifs crédibles. Ces structures permettent de multiplier les points d'entrée et de sortie de l'argent, rendant ainsi toute tentative de traçage particulièrement complexe. Une fois l'argent encaissé, il ne reste jamais longtemps au même endroit. Il est immédiatement fragmenté, une partie est retirée en liquide, une autre est convertie en crypto-monnaie, notamment via des portefeuilles numériques anonymisés. Le reste de l'argent est investi dans des biens facilement revendables, voitures de luxe, bijoux, équipements électroniques haut de gamme ou objets de valeur transportables. Sur le plan technique, Saphir adopte une discipline quasi professionnelle. Elle utilise des VPN sophistiqués pour masquer ses adresses IP. Elle utilise des appareils distincts pour chaque opération. Elle utilise des applications de transfert d'argent difficilement traçables. Les communications avec ses complices passent par des messageries chiffrées, souvent via des comptes temporaires ou anonymes. Les preuves numériques de ces forfaits sont régulièrement effacées. Les historiques sont nettoyés et les supports sont parfois détruits. Elle est méthodique, elle est prudente et elle est professionnelle. Les procureurs américains décriront plus tard un système de blanchiment transnational particulièrement élaboré, reposant sur des fausses factures, des contrats fictifs et une mise en scène administrative crédible, destinée à faire passer les flux d'argent pour des paiements légitimes émanant d'institutions publiques. Ce dispositif digne des réseaux criminels bien plus anciens et structurés permet à Saphir de faire circuler des centaines de milliers de dollars sans éveiller immédiatement les soupçons. Mais il faut savoir que quand on construit un dispositif aussi sophistiqué, ça a un coût. Plus le réseau s'étend, plus les traces se multiplient. Et chaque complice, chaque compte, chaque société écran devient à terme un point faible potentiel dans l'édifice. Et ça, Saphir ne l'avait pas vu venir. Et vous allez voir comment ça va lui jouer des tours. Avec cet argent sale, Saphir se construit la vie dont elle a toujours rêvé. Ou plutôt l'image de la vie dont elle a toujours rêvé. Sur Instagram, elle est une reine, une femme d'affaires qui a réussi, une tech entrepreneur qui a fait fortune. Ses millions d'abonnés admirent son succès sans se douter que chaque photo est financée par de l'argent public volé à des milliers de kilomètres de là. Elle pose des photos d'elle en robe de créateur à Dubaï, elle pose des vidéos d'elle sirotant un cocktail en Grèce, elle pose des photos d'elle devant des monuments les plus célèbres du monde. Elle poste des photos, des photos, des photos. Son lifestyle est impressionnant. On y voit des restaurants haut de gamme, des hôtels 5 étoiles, les voyages en first class. Un luxe insolent qui n'est pas qu'une récompense, mais qui est pour elle son camouflage. Parce que plus son image est crédible, moins on la soupçonne de quoi que ce soit. Plus elle semble légitime, plus elle brille, plus elle devient invisible, cachée, en pleine lumière. Le problème que Saphir ne voit pas, c'est que cette vie a un prix. Un prix que personne ne voit d'ailleurs sur les photos. Et le prix d'un tel style de vie, c'est la paranoïa. Saphir vit dans une fuite en avant en permanence. Elle change constamment de pays. Elle change de numéro de téléphone régulièrement. Elle ne s'installe jamais trop longtemps au même endroit. Elle vit en Cambridge, au Royaume-Uni et le Ghana, évitant soigneusement le Nigeria où son enrichissement soudain attirerait trop l'attention. Elle sait qu'au Nigeria, les gens la connaissent, les gens savent où ses parents vivent. Son enrichissement brutal serait vraiment suspect. Elle ne peut pas revenir chez elle, elle ne peut pas voir sa famille, elle ne peut pas vivre une vie normale. Elle réalise que l'argent mal acquis ne construit rien. Il ne s'investit pas. Il se brûle, il se consume dans des expérience éphémère, un voyage à Mykonos, une semaine à Dubaï, une robe de créateur, un repas dans un restaurant étoilé, tout cela disparaît et tout cela s'évapore. Elle réalise aussi que l'argent isole. Elle ne peut faire confiance à personne. Chaque regard insistant dans un restaurant chic pourrait être un agent du FBI. Chaque nouvel abonné un peu trop curieux sur Instagram pourrait être un enquêteur. Chaque ami potentiel pourrait être juste un piège ou un traître. Elle se sent seule, complètement seule.
Moi, personnellement, je suis convaincu que même au milieu du luxe le plus total, sur un yacht à Mykonos, un verre de champagne à la main, elle n'était jamais en paix. Jamais de jamais. Parce que la conscience est un spectre que l'on ne peut pas fuir. Peu importe où vous allez, peu importe combien d'argent vous avez, peu importe combien de photos vous postez sur Instagram, la conscience te rappelle tes méfaits et tes forfaits. J'imagine que le soir, seule dans sa villa de luxe, elle devait sursauter au moindre bruit, elle devait croire entendre des sirènes qui se rapprochaient. J'imagine sa vie, elle devait vérifier son téléphone toutes les 2 minutes, elle devait regarder par-dessus son épaule. Quelle vie horrible. Parce que dans les faits, elle-même, elle le dit, elle le sait que ce n'est qu'une question de temps, elle sait que quelque part, des enquêteurs travaillent pour la retrouver. Elle sait que les enquêteurs remontent les pistes, qu'ils analysent des transactions, qu'ils identifient les complices. Pendant que sa légende de Tech Queen grandit sur les réseaux sociaux, pendant que les gens admirent ses photos de luxe, la traque contre Saphir, elle, s'organise dans l'ombre et méthodiquement. Saphir n'est pas bête, elle le sait. Elle sait qu'elle est recherchée. Elle le sent. C'est pour cela qu'elle vit en mouvement permanent, c'est pour cela qu'elle ne peut jamais s'arrêter. C'est pour cela qu'elle change constamment de pays, de téléphone, de matériel informatique. Elle vit sur le fil du rasoir entre l'adrénaline de la transgression et la peur de l'arrestation. Et figurez-vous que ça ne va pas tarder. Malgré son mode de vie itinérant, malgré son expertise en effacement de traces, les autorités américaines commencent à resserrer leur étau. Le FBI, le Secret Service et l'IRS, c'est-à-dire le fisc américain, mettent en place une collaboration étroite. C'est une force opérationnelle qui est dédiée à ce sujet. Des experts en cybercriminalité, des analystes financiers, des enquêteurs spécialistes dans le blanchiment d'argent vont se mettre à l'œuvre. Ils analysent chaque mouvement des fonds suspects. Ils tracent les comptes offshore. Ils identifient les sites frauduleux, les transactions bancaires, les factures falsifiées. Les emails soigneusement fabriqués ne passent pas inaperçus aux yeux des enquêteurs expérimentés. Chaque détail devient un indice. Chaque rebond de l'argent à travers différents pays devient une piste. Le puzzle complexe commence à se former. Ils remontent les pistes, ils identifient Samuel Quadio et les autres complices. Ils découvrent Lasco Company LLC. Ils tracent les flux d'argent, ils analysent leurs emails frauduleux, ils identifient les patterns. Et progressivement, un nom revient sans cesse. Saphir et Gemassi. Au Ghana, la coopération internationale porte ses fruits. Plusieurs complices ghanéens impliqués dans le même réseau de fraude sont arrêtés. Certains sont des vétérans du Sakawa, le cybercrime local très organisé. Mais figurez-vous que même ces criminels expérimentés, anciens du domaine, étaient tombés sous l'influence de Saphir. Quand les enquêteurs les interrogent, ils découvrent quelque chose de surprenant. Ils découvrent que Saphir n'est pas une simple participante. Elle n'est pas une complice, elle est le cerveau, la stratège, celle qui dirige le réseau, celle qui supervise les opérations, celle qui initie les criminels même plus expérimentés qu'elle aux subtilités du piratage et du blanchiment. Son rôle remet en question les stéréotypes du genre du cybercrime. Dans ce monde dominé par les hommes où les leaders sont presque toujours masculins, une jeune femme africaine s'est imposée comme la reine incontestée. Elle n'a pas suivi les ordres, elle a donné des ordres. Cette reconnaissance par les autorités internationales confirme son statut exceptionnel. Elle n'est pas une simple fraudeuse, elle est l'architecte d'un empire criminel sophistiqué et transcontinental. En 2004, après des mois d'investigation minutieuse, un grand jury fédéral du Kentucky émet une mise en accusation secrète contre Saphir et ses complices. L'accusation est grave, les crimes sont nombreux, la préparation d'une arrestation internationale est officialisée depuis les États-Unis. L'étau va se resserrer. Mais la traque ne se limite pas aux États-Unis. C'est une chasse à l'homme d'envergure mondiale. Et à ce moment-là, Saphir le sait. Elle sent que le temps s'écoule, elle sait que les jours sont comptés. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment, elle va commencer à réagir dans la panique et faire des erreurs qui vont être décisives pour son arrestation. Le 6 avril 2005 est une date qui marque la fin d'une cavale et le début d'une nouvelle phase. Dans le Bronx à New York, la longue cavale de Saphir prend fin. Des véhicules banalisés du FBI vont bloquer les sorties et des agents en gilet siglés surgissent de partout. C'est une opération coordonnée, précise et professionnelle. Plusieurs suspects sont interpellés ce matin-là et parmi eux, Saphir et Gemassi. En quelques minutes, c'est terminé. Les menottes
claque sur les poignets de la jeune femme. La femme, jusque-là invisible, maîtresse d'un réseau international de cyberfraude, devient enfin tangible aux yeux de la justice américaine. Cette arrestation est l'aboutissement d'une chasse à l'homme d'envergure mondiale. Pendant des mois, des équipes du FBI, du Secret Service et de l'IRS ont travaillé en coordination. Surveillance électronique transfrontalière, analyse technique sophistiquée, traçage des transactions bancaires, recouplement d'informations, et chaque action s'inscrivait dans une stratégie méticuleuse pour remonter jusqu'à Saphir. Des filatures discrètes aux investigations sur le dark web, rien n'était laissé au hasard. Malgré l'ampleur et la complexité de l'opération, Saphir avait tenu tête aux enquêteurs grâce à une combinaison redoutable, son intelligence stratégique, sa maîtrise technique et la capacité à manipuler son environnement. Les réseaux de complices qu'elle avait mis en place, la sophistication de ses stratagèmes et un certain biais sociétal, personne n'imaginait qu'une jeune femme africaine puisse orchestrer un crime d'une telle ampleur. Elle avait utilisé les préjugés des autres comme une arme. Elle avait exploité les stéréotypes. Elle avait joué sur les biais de genre. Mais cette fois, toutes les protections se sont effondrées. Avec cette arrestation, la légende de Saphir Egemassi, la Tech Queen, entre dans une nouvelle phase, celle du procès et de la confrontation avec la justice américaine. Sa cavale est terminée, mais son nom est gravé dans l'histoire du cybercrime international. Aujourd'hui, à 28 ans, Saphir Egemassi attend son procès dans une prison du Kentucky. Son histoire est gravée dans les annales du cybercrime africain. Mais au-delà du sensationnel, son parcours illustre une vérité profonde que je veux partager avec vous. Sachez-le les amis, le talent sans valeur construit des illusions tandis que le talent aligné construit des héritages. Voilà ce que l'histoire de Saphir nous enseigne. Si tu ne me connais pas, je suis Frédéric Itois et le fondement de tous mes agissements, c'est ma foi. Je vais être clair avec toi. L'intégrité n'est pas une faiblesse et moi j'en suis convaincu. C'est la fondation de tout ce qui dure dans le temps. Parce que quand on regarde ces histoires, Saphir, elle avait du talent, elle avait l'intelligence, elle avait les compétences techniques. Mais malheureusement, elle a fait un choix désastreux. Elle a choisi de construire sur du mensonge. Elle a choisi la fraude. Elle a choisi de tricher avec la réalité pour construire une image. Et maintenant, où est cette image? Où cela a-t-il mené? En prison. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Certainement qu'elle va purger sa peine et s'en sortir. Mais moi, j'ai fait un choix différent. J'ai décidé d'accompagner les gens en me basant sur mes valeurs. D'accompagner des personnes talentueuses vers la voie de la réussite construite non pas sur la tromperie, mais sur la vertu. Parce que je crois beaucoup au fait que la réussite est spirituelle. Elle commence dans l'invisible avant de devenir visible. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez souvent parler sur ma chaîne de The Momentum. Avec The Momentum, on croit fermement à une mission. On veut aider toutes ces personnes qui ont pourtant du potentiel, mais qui manifestent une mentalité de dépendance qui les maintient dans la mendicité et l'assistanat. Avec cette vidéo, je prouve encore que le problème n'est pas le manque de talent. Le problème n'est même pas le manque d'ambition. Le problème, c'est l'absence de repères moraux, c'est l'absence de repères tout court pour guider ses talents vers le bon chemin. C'est l'absence de valeurs solides qui pousse à chercher des raccourcis, c'est l'absence de modèles crédibles qui ont utilisé partout en Afrique et dans le reste du monde les super pouvoirs du millénaire, à savoir l'internet et l'intelligence artificielle, pour être dépendant. Saphir aurait pu utiliser son génie pour créer, pour innover, pour transformer des vies. Elle aurait été un parfait modèle pour montrer à d'autres femmes du continent que c'est possible et que Internet peut rendre libre. Au lieu de cela, elle a utilisé pour détruire. Elle a choisi l'argent facile, elle a choisi l'illusion et elle en paie maintenant le prix, mais c'est le moins pire. Parce que pour moi, le pire, c'est que toute une génération de femmes qui a cru en elle a fini par perdre espoir. La chance que vous avez en regardant cette vidéo, c'est que vous avez encore le choix. Chacun d'entre vous, ici, connectés, les dizaines de milliers de personnes qui ont regardé cette vidéo, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez choisir la voie de Saphir, la voie de l'illusion, la voie du gain rapide, la voie de la réussite éphémère, une voie qui se termine inévitablement par des menottes ou par un vide moral que l'argent ne peut jamais remplir, ou bien vous voulez choisir la voie de la construction, celle de créer de la valeur réelle, celle de réussir sans tricher, sans dépendre de personne sauf de Dieu et sans jamais sacrifier votre conscience. Parce que rassurez-vous, je vous le dis, c'est dans la deuxième voie que réside la vraie liberté. La liberté financière sans intégrité n'est qu'une prison dorée, mais la liberté financière accompagnée d'intégrité, de valeurs solides et d'un impact durable, c'est cela qui va vous changer la vie. C'est cela qui va changer
toute une génération. C'est cela qui crée un héritage transgénérationnel. Et c'est dans cette logique qu'on est convaincu que notre accompagnement doit passer par les 3 étapes qu'on vous propose. D'abord, on apprend à nos membres à générer des revenus en ligne en toute autonomie. Ensuite, on les apprend à créer de l'impact grâce au business. Et finalement, on apprend à nos membres à consolider un héritage transgénérationnel parce que cela manque à beaucoup d'afro-descendants et même à beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans les catégories pauvres et moyennes dans le monde. Donc quand on fait ça, la promesse n'est pas d'aider des personnes à briller quelques instants sur les réseaux sociaux. La promesse est de les aider à bâtir quelque chose qui résiste au temps, à la pression et aux épreuves. Je ne prendrai pas 2 minutes de la sorte pour te dire tout ça si je ne pensais pas très sincèrement que c'est important et que ça peut changer des vies. C'est pourquoi samedi et dimanche à 20h, je suis en direct pour une formation 100% gratuite. Je t'en ai déjà parlé. Il n'y a pas de piège. Tu viens, on ne te demandera rien. Je vais partager de la valeur réelle. Je vous montre comment maîtriser une compétence très recherchée et vous allez voir comment cette compétence peut permettre de générer des revenus très confortables, peu importe là où on se trouve dans le monde, juste en travaillant avec des entreprises européennes depuis là où vous êtes. C'est un nouveau modèle économique permis par l'intelligence artificielle. Vous allez travailler en toute intégrité, en toute honnêteté sur votre téléphone ou votre ordinateur. L'essentiel, c'est que ce soit connecté à Internet. Pour vous tous, même si vous ne venez pas le samedi et le dimanche, je vais vous demander une chose. Je partage des vidéos de très bonne qualité et si je peux mériter quelque chose, c'est que tu t'abonnes. Que tu me laisses au moins un commentaire des familles pour encourager ce travail qui a nécessité d'énormes recherches. Vous êtes de plus en plus nombreux à s'abonner sur cette chaîne. Vous savez que on a encore moins de 1 an pour l'instant et on est passé de quasi 0 abonnés à bientôt 60 000 abonnés. On ne lâche pas, là, la vision là, c'est d'aller tous ensemble atteindre les 100 000 abonnés avant juin et ça va se faire avec vous. Je partage ici des histoires qui inspirent, des histoires qui vous montrent les 2 chemins possibles et vous aident à choisir le bon. Et rien que pour ça, partagez cette vidéo. Partagez la vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre l'histoire d'aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait être tenté par la voie facile, mais que l'histoire d'aujourd'hui va servir à rattraper à temps. Enfin, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo qui est une autre vidéo comme ça qui raconte l'histoire d'un entrepreneur ou d'une personne qui a fait de l'entrepreneuriat en roublant des gens. Je te laisse regarder cette prochaine histoire et je te dis à tout de suite. Tchuss!